C'est une histoire de courage, de solitude, de trahison et de dignité, celle d'une femme qui a quitté sa ville en France pour tenter une nouvelle vie en Allemagne, en pensant qu'un travail honnête comme aide-soignante lui permettrait d'aider sa famille. Ce qu'elle a découvert là-bas l'a marquée à jamais. Avant de commencer cette histoire incroyable, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de nous dire en commentaire d'où vous écoutez cette histoire. Le ciel était gris ce matin-là à Lille. Camille referma la porte de son petit appartement, serrant fort contre elle son sac de voyage. Sa mère l'avait prise dans ses bras plus tôt, les larmes aux yeux, mais fière. « Tu vas y arriver, ma fille », lui avait-elle murmuré. Elle avait trouvé un emploi à Munich, en Allemagne, comme aide-soignante auprès d'une femme âgée, par l'intermédiaire d'une agence française. Le contrat paraissait simple: nourrir, accompagner, nettoyer, écouter, loger, nourrir, payer 1200 € par mois. Ce n'était pas le rêve, mais pour Camille, c'était une bouée de sauvetage. Dans le train, elle regardait défiler les paysages en silence. Elle pensait à son fils, Enzo, 9 ans, qu'elle laissait aux soins de sa mère. Elle lui avait promis « C'est pour nous, mon cœur, pour que tu aies une meilleure vie ». Arrivée à Munich, elle fut accueillie par un homme en manteau noir, Daniel, représentant de l'agence allemande. Il lui parla en français avec un accent marqué. « Tu vas voir, c'est facile. Madame Hölzer est gentille. Elle dort beaucoup. Tu fais à manger, tu la changes et tu peux te reposer. » La maison où elle allait travailler était située dans un quartier calme, presque vide en hiver. Grande bâtisse, volets fermés, silence pesant. Une femme d'environ 80 ans, très maigre, l'attendait dans un fauteuil roulant. Elle ne parle pas français, mais elle sourit beaucoup, dit Daniel avant de repartir. Camille se retrouva seule, sans contrat signé, sans clé de la maison. Elle pensait que les papiers viendraient plus tard. Les premiers jours furent calmes, presque monotones. Camille se levait tôt, préparait le petit déjeuner, aidait Madame Hölzer à se laver, lui lisait parfois le journal en allemand, qu'elle comprenait mal. La vieille dame hochait la tête, parfois murmurait « Danke, danke schön » en serrant sa main. C'était touchant, mais dès la fin de la première semaine, quelque chose commença à la troubler. Elle n'avait toujours pas été payée. Elle appela l'agence française. Une voix automatique. Personne ne répondait. Elle tenta de demander à Daniel quand elle recevrait son premier virement. Il rit. « Ici, on paye après un mois, c'est normal. » Les jours passaient, puis les semaines. Camille dormait sur un vieux matelas dans une pièce sans chauffage. Elle ne sortait presque jamais. Elle n'avait pas de clé et Madame Hölzer ne pouvait rester seule. Elle vivait au rythme des soins, sans pause, sans week-end. Sa seule distraction, un vieux poste de radio qu'elle avait trouvé dans un placard. Un soir, au téléphone avec sa mère, elle fondit en larmes. « Maman, je n'ai rien reçu, rien, et je ne peux pas partir, je suis enfermée, ici. » Sa mère, impuissante, lui conseilla de rester calme, de parler à un voisin, de demander de l'aide. Mais Camille ne parlait pas l'allemand. Elle se sentait invisible. Un matin, elle trouva Madame Hölzer étendue par terre, inconsciente. Elle appela les secours, balbutiant en allemand. L'ambulance arriva et Camille fut interrogée longuement. Elle expliqua tout ce qu'elle avait fait. Personne ne l'accusa, mais personne ne lui parla non plus de ses droits. Madame Hölzer fut hospitalisée. Camille se retrouva seule dans la maison vide. Le départ précipité de Madame Hölzer vers l'hôpital avait laissé un vide étrange dans la maison. Pour la première fois depuis son arrivée, Camille put dormir une nuit complète, mais ce repos ne lui apporta aucun soulagement. Le lendemain matin, elle fut réveillée par une notification sur son téléphone. Un message de Daniel. « Rentre pas en France tout de suite, on te place chez quelqu'un d'autre bientôt. Pas de bonjour, pas d'explication, juste un ordre sec. » Elle tenta de l'appeler, mais il ne répondit pas. Le message semblait froid, presque menaçant. La maison devenait glaciale sans chauffage et les provisions s'épuisaient. Camille n'avait pas d'argent, aucun contrat de travail et toujours aucune trace de salaire. Elle se sentait prise au piège, comme si chaque porte autour d'elle était fermée à double tour. Pire encore, ses appels à l'agence en France restaient sans réponse.
Même son ancien interlocuteur, Jérôme, ne répondait plus. Camille tenta d'expliquer la situation à une voisine, une femme âgée au regard méfiant qui parlait un peu français. Mais dès qu'elle évoqua le nom de Daniel, le visage de la femme se referma. Lui, pas bon, méfiez-vous. Puis, elle ferma sa porte. 3 jours plus tard, Daniel réapparut sans prévenir. Il entra comme s'il était chez lui. « Tu ne peux pas rester ici. Madame Hölzer ne reviendra pas. Prépare tes affaires, je t'emmène ailleurs. » Camille, affaiblie, suivit sans mot dire. Elle se sentait humiliée, réduite à l'état d'objet que l'on déplace. La nouvelle maison était à la périphérie de Nuremberg, moins propre, plus étroite. Cette fois, elle devait s'occuper d'un homme, Herr Klaus, 77 ans, alité, presque muet. Ses enfants passaient en coup de vent 1 fois par semaine, laissant des consignes en allemand que Camille ne comprenait qu'à moitié. Le travail était plus rude, plus constant. Lever Klaus, le laver, le nourrir, nettoyer les draps plusieurs fois par jour. La maison sentait l'humidité, et Camille ne sortait jamais. Elle n'avait pas accès à Internet, et son téléphone ne captait plus correctement. Elle écrivait parfois des messages à sa mère qui restaient non lus. Un jour, elle trouva dans un tiroir une enveloppe avec plusieurs fiches de paie au nom d'une autre femme. Le montant y figurait, 1 400 € par mois. Pourtant, elle, Camille, n'avait rien reçu, pas un centime. Elle confronta Daniel lors de sa prochaine visite. « Et mon salaire? Je n'ai rien reçu. Tu m'avais promis. » Il haussa les épaules, sans honte. « Ce n'est pas si simple. Tu n'es pas déclaré ici. Et puis, tu es nourri, non? Logé? Tu veux qu'on appelle la police? Tu travailles au noir. » Camille resta figée. Le choc lui coupa la respiration. Elle réalisa d'un coup l'ampleur de l'arnaque. Elle n'existait nulle part, pas en France, pas en Allemagne. Elle avait été envoyée comme main-d'œuvre invisible, corvéable à merci, sans droit, sans protection. Ce soir-là, elle ne mangea pas. Elle resta assise sur le lit étroit de la chambre, les yeux dans le vide. Elle pensa à Enzo, à sa promesse, et une pensée nouvelle, brutale, surgit dans son esprit. « Je dois fuir. Même sans un sou, je dois partir d'ici. Mais comment fuir quand on est seul, sans argent, sans papier, sans parler la langue ?» Le lendemain matin, Camille se leva avec un mélange étrange de peur et de détermination. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Elle n'avait presque plus rien à perdre, à part sa santé mentale. En regardant Herr Klaus dormir, elle sentit un pincement au cœur. Malgré l'exploitation, elle s'était attachée à cet homme silencieux, comme à un dernier lien humain. Elle fit un plan simple. Il lui restait un vieux téléphone portable qu'elle utilisait uniquement pour écrire à sa mère. Elle décida de tenter le tout pour le tout. Chercher un signal et envoyer un message à une association qu'elle avait vue un jour dans un article français sur les travailleurs détachés maltraités. L'article parlait de SOS Travailleurs Migrants, une petite ONG basée à Berlin. Elle envoya un SMS très court, en français. « Je suis aide-soignante française en Allemagne. Je ne suis pas payée. Je suis bloquée. Aidez-moi. » Elle n'espérait pas grand-chose. Elle laissa le téléphone sur la table, le cœur battant. Et elle reprit sa journée. Nourrir Klaus, nettoyer, laver. Elle attendit. Rien. Puis, 2 jours plus tard, alors qu'elle changeait les draps de Klaus, le téléphone vibra. Un message, en français. « Bonjour Camille. Nous avons reçu votre message. Où êtes-vous exactement? Pouvez-vous sortir ?» Elle sentit ses jambes trembler. Quelqu'un l'avait entendue. Camille répondit avec précaution, en donnant l'adresse inscrite sur une facture trouvée dans la cuisine. Elle précisa qu'elle ne pouvait pas sortir librement, mais qu'elle pouvait observer la rue depuis la fenêtre. Quelques échanges plus tard, elle apprit qu'une bénévole francophone, Sophia, viendrait lui parler discrètement dans les jours suivants. Pendant ces jours d'attente, Camille se comporta comme si de rien n'était. Elle continua son travail, évita Daniel et garda le silence. Elle rêvait éveillée d'un bus, d'une gare, de rentrer à Lille avec son fils dans les bras. Mais le cauchemar n'était pas fini.
Le samedi suivant, elle vit par la fenêtre une jeune femme brune, lunettes rondes, qui fit un petit geste discret en passant. Le soir même, un mot était glissé sous la porte de service. En français, « Je suis venu, tu n'es pas seul. On va t'aider. Tiens bon ». Ce simple mot fit pleurer Camille. 2 jours plus tard, Daniel fit irruption, furieux. Il avait reçu un appel étrange, disait-il. « Tu parles à des gens ? Tu veux des problèmes ? Tu crois que t'as des droits ici ?» Il cria, la menaça. Klaus se mit à gémir faiblement. Camille resta immobile, glacée, mais intérieurement, elle sentait quelque chose changer. Plus de peur, non, de la rage et une volonté de survivre. Sophia revint. Cette fois, elles échangèrent quelques mots rapides dehors, sous prétexte d'une sortie poubelle. Camille apprit qu'elle pouvait être accueillie temporairement dans un centre d'hébergement à Stuttgart, géré par l'association. Mais il fallait qu'elle quitte la maison sans prévenir Daniel. On ne peut pas le confronter maintenant. Il faut partir discrètement, une nuit, avec le strict minimum. Tu peux faire ça ? Camille hocha la tête. Elle choisit un mercredi soir. Elle avait préparé un petit sac avec ses papiers français, son téléphone, 2 vêtements. À minuit, elle quitta la maison par la porte arrière, sans bruit. Sophia l'attendait au coin de la rue, moteur allumé. En montant dans la voiture, Camille sentit pour la première fois en 2 mois un souffle d'air frais, un vrai. Elle n'était pas encore libre, mais elle n'était plus seule. Stuttgart, au petit matin, était couverte de brume. Camille n'avait pas dormi de la nuit, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait son cœur battre pour une autre raison que la peur. Dans le centre d'hébergement, un ancien couvent reconverti en refuge pour femmes migrantes, elle fut accueillie par une assistante sociale qui parlait français, Anne-Lise. La chambre était modeste, mais propre et chaude. Il y avait d'autres femmes dans le couloir, certaines plus jeunes, d'autres plus âgées, venues d'Ukraine, de Pologne, du Maroc. Toutes portaient sur leur visage une forme de fatigue ancienne, mais aussi un éclat de solidarité. Anne-Lise l'aida à établir un dossier. Il fallait prouver l'exploitation, retracer les messages, les adresses, les horaires. Camille raconta tout. Elle pleura souvent. Parfois elle riait aussi, nerveusement, en revivant certains moments absurdes. Quelques jours plus tard, elle eut enfin une visioconférence avec sa mère. Enzo apparut à l'écran, un dessin à la main. « Maman, tu rentres quand ?» demanda-t-il, les yeux brillants. Camille répondit avec un sourire tremblant. « Bientôt, mon cœur, très bientôt. » L'association l'a mis en contact avec un avocat bénévole. La procédure serait longue. Daniel n'en était pas à sa première victime, mais il opérait dans une zone grise, difficile à attaquer. Il n'y avait pas de contrat, pas de preuve directe de paiement promis. Mais le témoignage de Camille pouvait ouvrir la voie à une enquête plus large. Pendant 2 semaines, elle vécut entre rendez-vous juridiques, cours d'allemand de base et discussions tardives avec d'autres femmes du centre. Elle n'était plus isolée. Elle existait de nouveau. Avec une voix, un prénom, une histoire, un matin, alors qu'elle buvait un café dans la petite salle commune, Anne-Lise entra avec un sourire. « Camille, on a une nouvelle. Une famille française à Strasbourg cherche une aide soignante pour la grand-mère, déclarée, logée, avec contrat officiel. Ils acceptent ton profil. Tu veux les rencontrer ?» Camille resta un moment silencieuse. Elle repensa à tout ce qu'elle venait de traverser. Et de la promesse faite à son fils. Elle savait qu'elle ne voulait plus jamais se laisser enfermer, mais elle savait aussi qu'elle avait encore en elle cette capacité de prendre soin, avec dignité, à condition que cette fois, ce soit dans le respect. Oui, je veux les rencontrer, mais je poserai mes conditions. Quelques jours plus tard, elle monta dans un train pour Strasbourg. Le paysage était toujours froid, mais en elle, quelque chose avait changé. Elle n'était plus une ombre en fuite, elle était Camille, une mère, une travailleuse, une femme debout,